Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube par United. Aujourd'hui, je reçois, comment je pourrais le qualifier? C'est un peu notre parrain parce que c'est lui qui nous a accordé notre première interview dans notre chaîne YouTube. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter? C'est le grand, le seul, l'unique Julien Arrête, Cazard. c'est trop. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis obligé de te mettre un petit coup de brosse à Ça reluire. va être un petit coup de tirage là. Allez, papa. Ça va? Comment ça va, Julien? Ben, pleine forme. Écoute, voilà, content. Une belle année, encore une fois. Mouvementée, spéciale, enfin PG, quoi. Ouais, je rappelle Normal. que tu étais sur les antennes d'RMC tous les jours dans Jérôme sans flamme, j'allais dire Jérôme. Rotten sans flamme. C'est Rotten sans flamme. Rotten sans flamme. Oui, tous les ans, c'est un nouveau nom, donc c'est pas facile. Mais Rotten sans flamme, 18h45 et 19h45. Voilà. Oui, oui, je t'écoute J'officie. souvent, surtout la chronique de 18h45, qui me fait beaucoup rire, et notamment tes chansons. Et celle sur Mathieu Bodmer, elle était incroyable. Ça t'a plu? Et honnêtement, pour ceux qui n'ont pas écouté, je crois que ça doit être sur YouTube ou ça doit être en podcast, allez écouter Oui, la on va la chanson trouver. hommage de Julien Cazard à Mathieu Bodmer. Il a beaucoup apprécié, autant te dire. Il a beaucoup apprécié. Ah, mais tu sais que même hier, je t'ai entendu encore, tu ne lâches pas. Hein. J'en ai mis une belle. J'en ai mis une belle. Il était vénère. Mais ça va, il m'aime bien. Tu sais que ça se sent à l'antenne quand même. Hein. Il rit Ouais, jaune. Hein. ouais. Et après, il m'a repris sur ouais, il y a tel mec, il est plus à Toulouse, tu sais, il a voulu me Mais oui. tromper à un moment donné. T'as dit que Steven Moreira, il était à Toulouse, il était plus à Toulouse. Tu vois, il était un peu. Genre, ouais, je Ah, mais c'est normal. Attends, t'ai cassé, quoi. j'en ai mis plein la gueule à l'époque de J+1 et je continue maintenant qu'il bosse avec moi. Donc, je suis vraiment. Au moins, je fais pas les choses dans le dos, tu vois. Ah, bon, il est sympa sinon. Adorable, Mathieu. Il est génial. Très, très C'est un bon. Et bon puis, consultant. ah, excellent. Il maîtrise bien les sujets. Il connaît tout le foot, tout. C'est impressionnant, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Machine. Julien, on va parler évidemment un peu du PSG. Hein. C'est notre club de cœur. On est obligé d'en parler un petit peu. Et puis ensuite, je présente ton dernier livre. Alors évidemment, c'est en rapport avec le PSG. Mais alors, c'est pas un livre qui ressemble à tous les autres. Non. La plupart, là, on est dans l'année des 50 ans, même un peu plus, du Paris Saint-Germain. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire du club. Et toi, tu as choisi en fait d'écrire l'histoire du club, mais sous le prisme, j'ai envie de te dire, des boulettes du PSG. Pas que d'ailleurs, parce que tu reviens aussi sur les traîtres du PSG, sur les entraîneurs bidons du PSG, les matchs bidons du PSG, les classicos bidons du PSG. Ouais, ouais. Bah, en Bref. fait, ce qu'il y a, c'est que je m'étais dit, on discutait donc avec le patron de la maison d'édition qui me disait, on se disait qu'on pourrait faire un bouquin sur le PSG à ma manière et tout. Il dit, mais moi, j'ai envie de. Je dis, c'est pour faire le PSG que j'aime bien, le PSG qui m'a fait rêver, les grands joueurs. J'ai l'impression que bon, ça a été tellement fait. Je lui dis, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Moi, je dis, moi, finalement, on a envie de se marrer. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Bon, on a envie de parler de ce qui nous réunit vraiment, nous, les supporters parisiens. C'est toutes ces looses. Et tu t'aperçois, je me suis rendu compte d'un truc, je veux dire qu'on parle plus des moments de lose entre nous que des moments de victoire. Je veux dire, franchement, on parle jamais entre nous. Je me suis rendu compte de cette victoire en 96 en finale contre le Rapide de Vienne. Pratiquement jamais. C'est un titre. C'est une des seules Coupes d'Europe de France. Elle n'existe plus, sachant que l'autre a été acheté. Ça fait quand même un palmarès quand même pas terrible. Donc il n'y a rien quoi dans le palmarès français. On a gagné une Coupe d'Europe et on n'en parle pas. Entre nous, on n'est jamais là à se rappeler. Ah, tu te rappelles PSG Rapide de Vienne. Ah, tu te rappelles le coup franc de Ngotti. Ça vient une fois de temps en temps, mais on va parler de la remontada, on va parler de Chelsea, on va parler de Maccabi Haïfa. En fait, tu aperçois que nous, on adore se remémorer nos loses, nos joueurs pétés. Tu vois, les Marseillais ils vont se remémorer Drogba, un peu Brandao, mais nous, on va surtout parler de Souza et Everton. On va surtout parler des mecs flingués, en fait tu vois, de Francis Liasser. On a beaucoup plus de tendresse pour Francis Liasser que pour d'autres joueurs qui ont marqué l'histoire du club avec des bons buts, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que comme ça nous représente vraiment ça. Je me suis dit, il fallait que je fasse mon PSG à moi de la loose. Et donc là, je fais par chapitre. Alors, comme tu dis, il y a les entraîneurs bidons, les présidents flingués, les pires classicos, les pires humiliations, les remontadas. Voilà quoi. Ça se grignote et. Ce qui est bien, Julien, dans ce livre, c'est que on n'est pas obligé de le lire comme un livre normal, c'est-à-dire premier chapitre, Non, chapitre 2. ça se grignote. Voilà, on peut picorer à droite à gauche, ce qui nous intéresse, etc. On y reviendra hein, tout à l'heure un peu à la fin, c'était juste pour t'introduire. Donc mais c'est pas possible, PSG, le meilleur du pire, je remonte, c'est aux éditions Amphora et on y reviendra à la fin
à la fin de l'interview. Voilà, je le montre bien. N'hésitez pas, honnêtement, pour ceux. Le titre est un personnage. Oui, oui. Vas-y, je t'en prie, Non, fini. je disais que notamment pour les plus jeunes, c'est super intéressant parce que voilà, c'est une autre histoire du PSG. Pour ceux qui n'ont connu que le passage de QSI depuis 2011, il y a quand même pas mal de pépites. Et encore, tu n'as pas tout mis. Je te poserai Non, non, mais quelques c'est questions pas là-dessus. exhaustif. Hein. J'ai fait des choix, c'est des top 10, tu vois. C'est un peu des tops de ce que j'ai ressenti. Mais effectivement, il manque toujours des trucs. Mais parce que sinon, il faudrait faire carrément du. C'est Proust, hein, c'est à la recherche du temps perdu. Il faut 14 volumes. Oui, une On n'en encyclopédie. finirait pas. Et rien que là, par exemple, rien en 2 mois, tu as eu un mec qui sortait avec un travelot, un mec qui a mis son divorce sur Instagram et une meuf du PSG féminine qui se fait tabasser par des mecs avec la complicité peut-être d'une autre meuf du PSG. Rien que ça déjà. Ça, c'est incroyable. Ça existe où ça? T'as vu ça où? Dans quel club? Non, mais en plus, je t'interrogerai là-dessus tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle entre ce que tu racontes et en fait, il y a une continuité au PSG. Ce genre d'histoire, il y en a toujours eu. On reparlera peut-être de l'histoire de Patrice Loco. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Tout est fou. Ouais. T'es dingue. Julien, avant de reparler de ton bouquin, quelques petites questions sur le PSG. Quand on s'était rencontré la première fois en 2018, Julien, je ne sais pas si tu t'en rappelles, dans un bar sympathique pas très loin de chez toi, c'était notre première rencontre. Ça date. Et je me rappelle, je t'avais interrogé sur Neymar. Ça faisait 1 an qu'il était là. Et je t'avais interrogé sur ton ressenti lorsqu'il avait signé au PSG. Et tu étais très, très enthousiaste. Parce qu'en effet, à l'époque, Oui. Neymar, c'était quand même un très, très grand joueur. Si t'es pas enthousiaste à l'arrivée de Neymar, au bout d'un moment, bah, tu fais ce Exactement. qu'il faut. Et en fait, moi, la question que j'ai envie de te poser 4 ans plus tard, c'est est-ce que tu as eu le même enthousiasme lorsque tu as appris ou lorsque tu as vu la signature de Léo Messi? C'est exactement l'inverse. C'est exactement Et moi, l'inverse. c'est ça qui m'intéresse. Ah non, mais moi, j'étais absolument contre l'arrivée de Messi depuis le début, pour différentes raisons. Parce que je trouve que c'est l'histoire que ça raconte qui m'emmerde. Non, il y a un truc positif, dont je parlerai après, mais là, je vais te parler des trucs négatifs. Pourquoi ça m'emmerde? Parce que pour moi, ce mec, c'est le Barça. Son histoire, c'est le Barça. Nous, on le récupère. On récupère un trophée du Barça, mais il ne sera jamais ce qu'il a été avec le Barça. Son histoire, elle s'est écrite avec le Barça. Moi j'aurais trouvé que je trouve que c'est pas. Il aurait dû rester là-bas, ou alors se barrer ailleurs. C'est-à-dire que si c'était vraiment, il y avait vraiment des vrais problèmes avec le Barça, des histoires d'argent, des histoires de pognon, hein, pas rêver. Quand tu as été ce qu'il a été pour le Barça, que tu leur fais un tel doigt d'honneur en allant pleurer chez eux quand même, il faut être gonflé quand même, pour leur expliquer qu'ils les aiment, et que tu vas chez le pire ennemi, non, t'as pas de face en fait. Moi, je les déteste ces gens-là, le Barça, je les déteste, on les déteste, hein, on les déteste. Mais tu fais pas ça. Tu te barres à Miami, tu barres où tu veux, à City, tu vas où tu veux. Tu vas pas au PSG. Le Le pire, ça mec, aurait il été était pas. le pire, ça aurait été quand même le Real, Julien. PSG, c'est vrai qu'on a quelques Oui, mais histoires. la question s'est pas posée, il serait pas allé. Tu vas dire, Bien sûr. oui, évidemment. Mais non, mais aujourd'hui, c'est pareil. Pour le Barça, aller au PSG aujourd'hui, c'est presque pire. C'est-à-dire que le Barça, ils nous détestent. Le Barça, on les a tués. On leur a pris Neymar, on les a assassinés. Ils ont fait, après Neymar, ils ont fait du panic buying, ils ont acheté n'importe quoi d'Embélé. En fait, ça a été la chute. La remontada, c'était le début de leur chute, en fait, de Barça. Et depuis, ils ne font que dégringoler. Et aujourd'hui, tu as l'impression que Altani, son but, c'est de tuer le Barça. Il s'en branle de gagner la Ligue des Champions, il veut tuer le Barça. Et que là, il a terminé le travail. Il dit voilà, je vous prends Messi et je vous la mets profond, tu vois. Donc, on leur a rendu Caïs Ruiz, t'imagines, on se fout de leur gueule, quoi, tu vois. Et on n'est Donc, pas loin de leur rendre Xavi Simons. Hein. ouais, on garde la perruque pour rigoler pour Noël et pour Halloween, mais non, mais tu vois, je veux dire, voilà, moi, Messi, pour ça, ça me faisait chier. Et en plus, moi, Messi, ces dernières années, je suis désolé, c'est un mec qui a des bonnes stats, c'est un mec qui met un éclair de temps en temps, mais c'est un mec aussi qui peut te plomber l'équipe. Moi j'ai vu, par exemple, le match aller contre la Roma, il leur met contre Liverpool, le fameux match où il est extraordinaire, il a un doublé ou un triplé, quoi, il est fabuleux. Mais au match retour, il lâche complètement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il lâche complètement l'équipe. Et le problème, c'est quand il te lâche, il t'a tellement vampirisé, ce mec, que tu te retrouves complètement démuni. Le Barça, depuis 4 ans, c'est eux qui ont pris le plus de branlées et de remontada
Depuis 4 ans. Ils ont pris le 8-2 contre le Bayern. Hein, depuis 2017. Contre le Bayern. Voilà, déjà juste après nous, ils se font quand même flinguer par la Juve sans coup férir. Après, humiliés par le Bayern, aller-retour. Humiliés 8-2 par le Bayern, humiliés par la Roma, humiliés par Liverpool. Je veux dire que les mecs, ils ont pris des tôles de l'espace, tu vois. Et parce que lui, à un moment donné, il lâche. Et il va être là, tout d'un coup, il va te mettre le fameux but qui te met la frappe enroulée, tu kiffes, mais pendant 80 minutes, il n'est pas là, le mec. Et à un moment donné, donc tu es un peu là, tu te sens obligé de lui donner le ballon, il vampirise ton jeu. Moi, honnêtement, encore aujourd'hui, je préfère Neymar 100 fois. Mais puis Neymar, j'aime bien, il a 1000 défauts, il fait n'importe quoi. Mais Neymar, tu vois, quand il gagne, il donne un truc, tu vois, il a un côté rageux. Tu vois, quand il se met contre Paredes, là, avec Kimmich derrière, cette image. Mais quelque part, même Mbappé, il ne fait pas ça. Alors qu'on l'adore, il marque beaucoup de buts. Mais lui, il fait un signe. Tu as l'impression que c'est un truc, ça y est, il est prêt pour la photo, c'est marketé. Ça manque de rage. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est que Neymar, il a tous les défauts de la Terre. Mais il a la rage, il y a un truc chez lui qui me plaît, qui est très PSG. Et Messi, j'aime pas ce mec. Après, voilà, je le supporte parce qu'il fait partie du club. Hein. Moi, je suis derrière. Hein. Je ne suis pas comme les mecs qui préfèrent un joueur au club. Moi, le club est d'abord. Donc, s'il est dans le club, je supporte Messi. Mais j'aime pas Messi, moi. D'accord, donc tu n'as vraiment pas le même enthousiasme que tu avais pu l'avoir pour Neymar. Non, mais Neymar, il arrive, il est au top. Ouais, ouais. Il est censé devenir le meilleur joueur du monde. Et comme il vient à Paris, il ne le devient pas, c'est normal, c'est notre club. Mais il fait 6 premiers mois incroyables en termes de buts, de statistiques. Jusqu'à la blessure, quelque part, les Marseillais peuvent être contents. La première blessure à Marseille, c'est le déclenchement de tout. Exactement. Parce qu'il se reblesse l'année suivante, pareil, il est absent 6 mois. Mais les premiers 6 mois des 2 premières saisons sont très bons au niveau de Neymar, ce qui n'est pas encore le cas de Messi, évidemment. Non. Non, mais le problème, c'est que Messi, du coup, ton jeu, il est flingué. C'est-à-dire que tu veux jouer comment? Justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que aussi le problème, il est aussi sportif? Parce que Pochettino, à mon avis, il n'avait pas prévu qu'on lui colle un Messi dans les pattes. Déjà qu'il avait du mal à mettre son empreinte sans Messi. Là, on lui ramène Messi, on lui ramène encore Donnarumma pour la concurrence avec Navas, on lui ramène Sergio Ramos. Ça va. À gérer, ça va. Les mecs, ils sont pas relous. Bah, tu vois, c'est pas. Il y a pire. Je veux dire, moi, honnêtement, Donnarumma à Navas, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un. Non, c'était pas là-dessus. C'était vraiment sur le sportif et comment tu construis ton équipe. Est-ce que selon toi, le mercato qui a été fait cet été, il a été fait pour construire une équipe, un projet sportif, ou comme d'habitude, et c'est aussi les critiques qu'on entend souvent chez le Paris Saint-Germain, c'est qu'on achète des noms alors, pour vendre des maillots, pour le marketing, pour le soft power, pour tout ce que tu veux, sauf pour construire une équipe compétitive qui va t'amener à gagner la Ligue des Champions. Je suis à moitié d'accord. Moi, je trouve que le recrutement, sauf Messi, et ce qui change tout, était parfait. C'est-à-dire que Sergio Ramos, bon, si tu voulais passer une défense à 3, Sergio Ramos, on l'a vu en un match. Je veux dire, c'est quand même un putain de joueur. Enfin, je veux dire, et puis, il ne va pas dire que ça dérange Sergio Ramos, il n'est pas là. Donc, tu vois, tu pouvais construire ton équipe sans Sergio Ramos. Hein, il n'est pas là. Donc, il ne pose pas de problème, Sergio Ramos. Mais Hakimi à droite, Mendes, le retour de Bernat, tu achètes Wijnaldum, qui est quand même un super milieu de terrain. Tu as quand même du matos. À tous les postes, pour moi, tu as du matos. À tous les postes, tu vois. Juste le problème, c'est que tu as ce Messi qui t'empêche de construire quoi que ce soit. Après, moi, je trouve que malgré tout, Pochettino, moi, si on avait une équipe qui était équilibrée, où ça ne changeait pas tout le temps, dès qu'il peut, il met des mecs. Dina et Bimbe, pourquoi faire? Non, mais à un moment donné, tu joues à domicile, tu mets Dina et Bimbe, Danilo, Gay. Ah voilà, tu vas pas aller bien loin. En fait, t'es le FCMS, quoi. Tu mets 3 milieux défensifs à domicile. Non, mais c'est délirant. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, même lui, si au moins tu me disais, bah, franchement, il a sa défense et son milieu, ça tourne, mais devant, il n'y a pas de cohérence, il branle rien. Non, déjà, moi, je trouve qu'à partout, c'est incohérent. Quand le dernier match, il laisse tout le match Wijnaldum, il était là sans être là. Il ne savait pas ce qu'il foutait là. Il est perdu. Lui impose, au bout de 75 minutes, fait le souffler, dis-lui voilà, on va retravailler. Mais quelqu'un d'autre, le mec lui a imposé de rester tout le match. Ça n'a aucun sens. Et Messi, c'est vraiment pour moi l'erreur de recrutement dans le sens où, même s'il te fait marquer des buts, c'est-à-dire que peut-être qu'on va aller
moi, je nous souhaite d'aller au bout malgré Messi. Malgré Messi. Il va peut-être même marquer un but. Mais le problème, important, mais moi, ce qui me pose souci, c'est qu'avec lui, si tu fais une attaque à 3, t'es baisé parce qu'il ne peut pas jouer neuf, c'est pas un neuf, il ne peut plus jouer sur l'aile. Et tu n'as pas les 3 milieux qui vont. Dans tes 3 milieux, tu n'as pas le mec qui fait en fait le 10, tu n'as pas Iniesta. Quand tu as la MSN, tu as Iniesta. Tu n'as aucun profil Iniesta. Tu as des profils Xavi éventuellement, tu as des profils Busquets. Tu n'as pas Iniesta. Donc tu n'as pas ni Iniesta ni le Modric du Real. C'est-à-dire le mec qui est vraiment 10 pour rajouter aux 3 autres. Donc Messi, si tu fais un truc à 3, il te faut 3 mecs, dont 2 mecs qui courent beaucoup. Messi, il ne court pas. Mbappé, c'est pas un vrai neuf. Et Neymar, c'est un 10 qui joue sur un côté. Donc en fait, t'es baisé. T'es baisé. C'est-à-dire que soit tu sacrifies Di Maria, soit. Et en fait, tu fais que des choix par défaut. Et finalement, le seul truc qui peut aider Pochettino, c'est quand tu as un blessé dans la bande. C'est quand tu as un suspendu. Et les meilleurs matchs qu'on a fait, nous, l'année dernière, avec cette histoire de ne pas jouer avec un neuf, tout ça, machin, de devoir placer des mecs, c'est quand tu avais un blessé, un suspendu. C'est quand tu éclates le Barça, Mbappé, il met un triplé, mais il y a Keane et Icardi. Tu vois, c'est un par défaut, tu vois. Donc, moi, le problème, c'est que Messi, j'ai l'impression qu'il serait génial s'il était que Joker. Va vendre ça, Joker. C'est intéressant ce que tu dis sur le milieu de terrain, notamment parce que le dernier match de phase de poule de Ligue des Champions face à Bruges, il aligne à milieu avec Verratti en point de basse, Gay et Wijnaldum. Et la première mi-temps, tu as dû voir le match, la première mi-temps était plutôt intéressante sur l'activité de ce milieu de terrain avec un Verratti qui est plus bas, qui ressort les ballons, et un Gay qui travaille au milieu de terrain, et ce qui permettait aussi à Wijnaldum d'être plus haut sur le terrain et de faire un peu aussi le surnombre. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que quelques jours après, tu as un match face à Monaco, qui est une belle équipe de Ligue 1, donc c'est une belle affiche. Pour une fois, il reconduit quasiment toute l'équipe, à part Nuno Mendes, et c'était Bernat qui a joué contre Monaco. Et rebelote, tu vois un PSG un peu amorphe, tu as quelques situations évidemment, mais sur le rôle de Wijnaldum, 3-4 jours après, il ne fait pas du tout le même match que face à Bruges. C'est quoi le problème? Le problème... C'est une question de motivation, Julien? C'est une question de… Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Non, mais c'est juste que, attention, à Bruges, ils étaient obligés de faire un résultat. Ils ne sont pas arrivés avec les mêmes entraîneurs que Monaco. Puis c'était pas le même Bruges qu'au match aller. Hein. Ils sont moins bien. Déjà, dis-toi que je connais un peu le foot belge. Oui. Ils sont quand même deuxième. Cette année, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils ne caracolent pas en tête. Ils sont deuxième derrière la Saint-Gilloise, qui est un club de quartier de Bruxelles. Donc, ils ne sont pas dans leur meilleure période. Là. Ils sont vraiment dans une période de merde, le FC Bruges. Donc, ils ne sont pas bien. Mais surtout, le problème, c'est que Wijnaldum, son profil en troisième milieu, il est intéressant si tu as des mecs comme Mané et Salah qui sont des dragsters, qui font que travailler, pilonner, attaquer, presser. Donc lui, le fait qu'il se projette, mais là, avec les mecs qu'on a, il faut un gars, je te dis, qui fasse le lien, c'est-à-dire qui fasse le lien technique, un vrai mec, ce que Di Maria n'arrive plus à faire, malheureusement, ce qu'il faisait au Real. Mais je te dis, Modric ou Iniesta, c'est-à-dire un mec qui est dans le milieu, mais qui est en fait en même temps un gars qui peut être le numéro 10, régaler. En fait, en vrai, il faudrait que tu aies Neymar qui soit dans ce milieu à 3 et 3 attaquants, donc Mbappé à gauche, ou Messi ou Di Maria, je préfère Di Maria, et un vrai neuf. Moi, je pense que notre problème, c'est qu'avec les profils qu'on a, le fait qu'on n'ait pas un neuf, on n'a pas d'appui. Les mecs, à chaque fois, Di Maria, quand il veut centrer, il centre pour personne. Donc, il revient sur son pied, mais il est bloqué. Il n'a pas d'autre solution que ou tirer ou essayer de la passer sur le côté. Tu sais, tu le vois, il fait son crochet. Mbappé, on est obligé de faire toujours le même schéma, c'est-à-dire fait la différence tout seul, mais il ne peut pas s'appuyer sur un mec devant. Et Messi, comme c'est même Carlos Bianchi qui l'a dit récemment, il dit Messi, dans toutes les équipes où il a joué, il a eu un neuf qui lui servait d'appui ou de fausse piste ou de relais. Donc, et en fait, tu as l'impression qu'il manque un truc, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont intrinsèquement forts, mais il manque quelque chose pour les faire jouer ensemble, en fait. Et Wijnaldum, il ne va pas avec les attaquants qu'on a. Donc ça va être tout le monde est bon, mais Messi, il crée un bordel dedans. Pour moi. Non, mais en plus, pour Wijnaldum, c'est compliqué de venir d'une équipe qui est ultra collective avec un vrai bloc où chacun sait ce qu'il a à faire, que d'arriver dans une équipe où il n'y a pas forcément d'esprit collectif, c'est surtout les individualités. Et tu as l'impression que Wijnaldum, effectivement, il a du mal à trouver ses marques parce qu'il était habitué dans un schéma avec Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui change très peu ses équipes d'ailleurs.
Et on a l'impression qu'il a du mal. Sur l'idée du 10, moi j'avais une question à te poser, Julien. Tu te rappelles quand Pochettino arrive, il essaye justement Marco Verratti à ce poste-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça fonctionne. Il y a des matchs où ça a un peu fonctionné, et puis finalement, on s'est aperçu que c'était pas son poste à Verratti. Il faut un gars qui à tout moment peut mettre une frappe, à tout moment peut déclencher quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es un adversaire du PSG, que Verratti a la balle, s'il est haut, déjà tu sais qu'il ne tirera pas. Donc ça t'enlève un problème à un défenseur. Quand tu as des milieux qui marquent de loin, comme Modric qui met des frappes de loin, comme quand tu as Neymar quand il était 10, ben le mec, il monte sur lui. Il monte sur lui et il est emmerdé parce qu'il dit il peut marquer, je ne peux pas laisser l'espace devant, il peut la donner à droite, il peut me dribbler. En fait, il te casse la tête. Marco Verratti, il te casse la tête au milieu de terrain parce qu'il peut te passer, il peut tourner. Mais à un moment donné, quand tu arrives près de la surface, c'est fini là. Tu peux plus. Il y a moins d'espace. Donc il faut que tu aies des solutions. Comme un mec qui ne dédoublerait jamais avec son latéral et un ailier. Et tout d'un coup, voilà. Donc, oui, ça serait pas grave si à chaque fois il avait. Parce que lui, il peut, comme Robben, il a la capacité à quand même se décaler malgré tout. Mais le problème, c'est que le mec, il se dit, mais lui, il va se décaler. Mais c'est ça, il faut l'empêcher de frapper parce qu'il ne pourra pas centrer. Il n'y a personne devant. Di Maria, il est baisé. Tu as juste à l'empêcher de frapper. Il ne va pas la passer à droite. Parce que de toute façon, Hakimi, même s'il l'a, il ne centrera pas. Il n'y a personne au centre. Au premier poteau, personne ne coupe la balle. Et Di Maria, il n'a pas d'autre solution parce que quand il a ou Icardi ou Cavani, il peut ou centrer ou tirer. Donc le mec qui défend, il est baisé. Il doit faire un choix et Cavani et Di Maria va choisir l'autre. C'est simple, tu l'empêches de frapper. C'est terminé. Donc tu regarderas, il fait à chaque fois la même chose, il revient et il la passe ou à Mbappé ou au mec de l'autre côté où il fait une frappe qui est souvent encore un peu trop excentrée parce qu'il n'a pas de marge. Donc en fait, tu aperçois que cette espèce de poste qui nous manque nous baise. Et quelque part, avec moi, ça ne me dérange pas d'avoir ce profil d'équipe. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir Liverpool ou Chelsea. Chelsea, ça ne me fait pas du tout rêver. Kaya Vert, toute cette bande de mecs. Là, moi, ça ne me fait pas rêver. Même s'il gagne la Ligue des Champions, ce n'est pas l'ADN du PSG. J'aime bien. Je ne suis pas sûr que ça marche à Paris, ce genre d'équipe. Moi, j'aime bien. Moi, je pense qu'il faut que justement, Wijnaldum, soit tu mets un autre trio devant, soit tu mets Wijnaldum et tu mets dans les deux, avec Verratti ou avec Gay, et un troisième mec qui soit un gars qui ne soit pas un gars qui a besoin d'avoir un truc huilé, un gars qui va justement être une étincelle, un gars qui va être en même temps qui peut jouer une touche de balle, mais qui en même temps aussi peut avoir une fantaisie. Tu vois. Wijnaldum, il n'a pas de fantaisie. C'est un métronome, il n'a pas de fantaisie. Il faut un mec dans ce groupe qui peut avoir une fantaisie, qui va utiliser un appel ou quoi. Et parce que Messi, en fait, il pourrait être ce mec-là, mais il ne court pas assez. Parfois, il revient, tu sais. Il revient dans l'axe pour faire le milieu de terrain. Et c'est là où il est le mieux pour l'instant, tu remarqueras. C'est là où il joue le mieux. Quand il revient, là, il combine et tout. Mais du coup, il n'est pas devant. Du coup, il n'y a que Mbappé qui n'a pas les caractéristiques d'un vrai attaquant de pointe. Donc, moi, je te dis, moi, le problème de Messi, ça ne me dérange pas, Messi. Mais le problème, c'est comme tu as pris Messi, tu n'as pas pris Lautaro Martinez, par exemple. Tu n'as pas pris un mec comme ça. Non, mais voilà, pourquoi tu gardes pas Keane ? Pourquoi tu gardes pas Keane ? Le mec que tu fais entrer qui peut être un atout devant, qui va être une vraie pointe. Pourquoi tu n'as que Icardi, un mec sur qui tu ne comptes pas en plus ? Je peux te répondre là-dessus. Keane ne reste pas parce que c'est Icardi le problème. C'est parce que tu n'arrives pas à te débarrasser d'Icardi et tu ne peux pas prendre les deux. Pourquoi tu veux te débarrasser d'Icardi ? Pourquoi tu n'as pas Keane et Icardi ? Mais regarde les effectifs des autres équipes. Mais Gabriel Jesus, il était 3e derrière Kun Agüero, derrière. Ils n'en avaient pas eu besoin. Ils ne sont pas débarrassés. Hein. Ils l'ont mis sur le banc en attendant qu'il joue. Pourquoi on devrait se débarrasser d'Icardi pour garder Keane ? T'en as que un numéro 9. T'en as que un. Puisque tout le monde sait que c'est pas un numéro 9, Mbappé. Donc, même s'il dit, moi, il est en équipe de France, ses meilleurs matchs, il les a pas fait en tant que seul 9, tu vois. Il les a fait ou avec Benzema ou avec Giroud, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Et quand il marquait 30 buts par saison, il avait ou Cavani, ou Icardi, ou. Tu vois, Après, sur le problème, c'est que l'effectif, il est beaucoup trop grand au PSG. Tu as bien vu que ces derniers mercato, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à vendre, à dégraisser, à se débarrasser de certains joueurs, jusqu'au point où carrément, ils les ont prolongés parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Et là, je pense à Kurzawa, par exemple. Tu vois. Mais c'est difficile. Kurzawa, c'est pas un problème. On s'en fout de Kurzawa. Il pose pas de problème. Non, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à Keane, tu me disais pourquoi on ne garde pas Keane et Icardi, parce qu'encore une fois, l'effectif, il est trop gros et que
ils avaient déjà du mal à prendre des joueurs. On a moins de joueurs que Liverpool, on a moins de joueurs que Chelsea, on a moins de joueurs que le Bayern. Où tu as vu que c'est trop gros Nous, on devrait avoir beaucoup moins que tous les mecs qui sont nos concurrents. Mais tu sais que Chelsea, ils ont 4 mecs importants qui manquent, tu t'en rends pas compte. City, quand ils ont 4 absents, que tu vois leur équipe, tu dis, mais il y a des cas 4 absents. Non, c'est vrai. Nous, il faudrait qu'on ait pile le nombre de joueurs. Excuse-moi, c'est quoi tes choix en attaque aujourd'hui, alors que tu es censé jouer la Ligue des Champions, jouer le championnat, la Coupe. C'est quoi? Tu as quoi comme choix en attaque? Tu as à peine 2 mecs pour un poste. À peine. Ouais, encore. Parce que tu as Draxler qui est quasiment jamais là, et tu as Di Maria et Icardi en fonction de l'alignement de Pochettino. Tu enlèves les 3. Neymar, Mbappé, Messi. Il reste Di Maria, Icardi, Draxler. Tu n'as plus Sarabia. Tu n'as plus Keane. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as qu'un choix qui n'est même pas un choix, c'est un choix de défaut parce que ce n'est pas le profil forcément d'un attaquant. C'est qu'en fait, tu as quoi comme attaque? Non, mais tu sais, on a la force de dire qu'on a plein. En fait, on a des mecs qui prennent tellement de place dans les médias qu'on dit, ouais, ils ont un effectif pléthorique. Mais quoi? Mais d'où? Moi, je te sors des années où on avait plus d'attaquants. Et là, tu n'as plus Sarabia, va t'oublier qu'il n'y a plus Sarabia, tu as oublié qu'il y avait plus. Draxler, il est là sans être là. Donc, tu n'as plus Sarabia, tu n'as plus Keane, tu n'as plus Kalimwendo, tu n'as pas Kalimwendo. Voilà. Tu n'as même pas un mec du centre. Avant, tu avais Timothy Weah, un mec du centre. Mais ne serait-ce qu'un mec qui rentre. Tu as qui? Tu n'as même pas un mec du centre de formation à faire rentrer en fin de match. C'est vrai. On n'a personne, en fait. On a des noms. On a une équipe de PS4 devant. Derrière, tout est doublé, voire triplé. Tu as 4 arrière-gauche, tu vois, parce que tu as Diallo. C'est parfait pour moi derrière. Mais dès que tu arrives à l'attaque, ben, c'est PlayStation. Mais aujourd'hui. Vas-y, Julien. Sachant que dedans, tu as un mec de 35 ans, un mec de 34 ans et un mec qui en fait 42. Qui se blesse tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, moi, je vais avoir très peu de mecs, mais je suis tranquille. Ils sont tous semi-retraités ou malades. Et le seul mec qui est en forme, on va dire physique et pas vieux, tu l'as blacklisté, tu l'as placardisé. Et donc, tu dis, ouais, on a de l'effectif. Hein. Ah bon, bon. Justement, sur l'effectif, tu parlais tout à l'heure de. Tu disais, à part Messi, pour toi, c'était un bon recrutement. Parlons d'Achraf Hakimi parce que c'est le latéral qu'on attendait. Ça fait des années qu'on cherche un latéral top européen. Donc, il est formé au Real Madrid. Il fait des bonnes saisons à Dortmund. Ensuite, il est vendu à l'Inter. Il fait une magnifique saison. Il est élu, je crois, meilleur latéral droit d'Europe ou d'Italie. Je ne sais plus très bien. Bref. À son poste, c'était une référence. Ouais, c'était le meilleur du monde à son poste, oui, pratiquement. Voilà. Donc, c'est une référence à son poste. On le fait venir. Alors, des débuts plutôt prometteurs. Je me rappelle des matchs de préparation que tu as dû regarder aussi. Et puis ensuite, avec l'arrivée de Messi, puisque tu parlais tout à l'heure justement du fait qu'il n'y ait pas l'attaquant dans la surface au prendre des centres. On a vu ces derniers temps beaucoup de fois la situation où Hakimi dédouble. C'est Messi qui a le ballon. Et 9 fois sur 10, il ne lui passe pas le ballon. Et à un moment, tu remarques Hakimi, il ne fait plus l'appel parce qu'il en a marre, il n'est jamais servi. Et il y a même, nous, on a fait des petites vidéos tactiques où tu vois des plans où Hakimi, il est complètement seul à droite et le jeu, il est constamment, alors soit à gauche ou soit carrément, enfin toujours dans le centre. Et du coup, tu as investi dans un latéral qui est plutôt offensif. Il n'est pas servi. Dans la surface, tu n'as pas de réel numéro 9. Ça aussi, c'est un problème, Julien. Mais pourquoi? Mais tu sais que même quand il est servi, le peu de fois où il est servi, tu as dû le voir sur tes vidéos, il revient. Ah oui? Pourquoi il provoque, il ne centre pas? Parce qu'il sait très bien que sa balle, elle va être perdue. Ah oui? C'est-à-dire que lui, réflexe, il est latéral, il jette un œil, il se dit si j'accélère, je centre, il y a un mec qui va couper, il y a un mec qui va reprendre. Là, il voit, il n'y a personne. Mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a même pas un mec qui va pour venir. Donc, il revient. Tous, ils sont derrière, ils attendent. Ah oui? Mbappé, il n'y va pas, il coupe pas au premier poteau. Il a fait une fois une tête, tout le monde s'est branlé, mais il a fait une fois une tête, Mbappé. Ah, génial, il a coupé, il a fait une fois une tête. Mec, il est attaquant de pointe, soi-disant, il fait une tête. Bon. Mais tu n'as personne. Mais je te dis même pas de marquer, mais ne serait-ce qu'au moins de créer une occasion. La balle, elle passera devant. Donc, il n'y va pas. Il ne centre plus.
Et même si tu lui donnes la balle, il ne centrera pas. Ouais. Je dis, plus personne ne centre. Pourquoi faire? Mendes, il déborde. Et à un moment donné, il pourrait s'appuyer sur un 9. Mais tu remarqueras qu'il tente toujours le dribble de trop, puisqu'il n'a pas de solution. Donc tu regardes un Mendes, on dirait un chien fou. Il dribble, et à un moment donné, tu lui lâches ta balle. Mais il lâche ta balle pour qui? Il n'y a personne devant. Une ou deux fois, il est rentré à l'intérieur, il a tenté l'exploit individuel, il a osé. Il n'a pas d'autre choix. Hakimi, les meilleurs trucs qu'il ait fait, c'est pas des centres, c'est quand il revient et qu'il marque. Ah ouais. Tu remarqueras. C'est quand il tire lui-même. Il a marqué plus de buts que de passes D, Hakimi. Tu vois, et parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas de solution, il lui est frappé. Ah non, c'est... Ouais. Donc c'est ça, c'est que pour moi, je trouve que il y a un truc dans les attaques, dans les profils des attaquants qui fait que on peut avoir 20 occasions sans marquer de but, moi je pense. Quand on a ces trois-là, tu remarqueras que les soi-disant stars là, quand elles sont toutes ensemble, elles n'ont pas un très gros ratio de but. Ouais. Par rapport de possession, d'action, tout ça, elles marquent pas beaucoup de buts. Et les gros matchs, on a marqué beaucoup de buts. Il y a souvent eu un mec en plus ou un mec qui manquait justement de cette bande-là ou un mec qui sortait, qui était remplacé par un autre parce qu'à un moment donné, eux, ils ont le ballon, ils savent très bien le manier, mais à un moment donné, voilà, il manque un truc. Parfois, parfois il frappe pas. J'ai l'impression que parfois aussi, il se complique un peu la tâche devant les buts. Alors, soit parce que tu veux marquer le beau but, soit parce que tu abuses un peu des une touche, des une deux dans la surface, etc. Alors que parfois, il faut être un peu efficace, mettre le bon vieux pointu, tu vois, et marquer ton but. Après, voilà, Hakimi, il avait Haaland à Dortmund et il avait ou Lautaro ou Lukaku à l'Inter. Enfin, à un moment donné, c'est plus facile d'être un latéral quand tu as ces mecs-là. Je pense que tu demandes à n'importe quel arrière latéral de métier, un mec comme Sagnol, tu vois, par exemple, il savait qu'au Bayern, il y avait toujours des mecs dans la surface. Ouais. Toujours des mecs. Il y a toujours eu culturellement un neuf, un mec qui plante, un mec qui met des tronches. Donc quand tu es un bon centreur, tu sais, Roten m'expliquait, t'es pas décisif, elles sont décisives parce qu'à un moment donné, tu as ou Morientes ou Dado Percho ou Chavalin Nanda qui met le but, tu vois. Et que t'as dit Bernard Mendy à ce sujet alors? Il m'a dit ça manquait d'attaquant de pointe sur le périph. Sinon, il aurait vraiment beaucoup plus de passes D. Si tu avais mis 2-3 mecs sur le périph, prêts à récupérer la balle, putain, là, il régalait Bernard. Julien, pas la surface, mais c'était celle de Jean Bouin, celle d'à côté. Ouais, c'est ça. Pardon. Deux derniers thèmes avant de revenir sur ton livre. Kylian Mbappé, évidemment, Julien, honnêtement, depuis, si tu prends la deuxième partie de saison de l'année dernière et ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord avec moi. S'il se blesse, Mbappé, c'est une catastrophe pour le PSG, Julien. Eh bien, je sais pas. Je sais pas, moi. Moi, je sais pas parce que. Moi, j'en suis sûr. Non, mais s'il se blesse pendant un match, oui. C'est-à-dire que s'il se blesse pendant un match, t'es baisé parce que ton match, il est quand même. On a créé maintenant un style de jeu pour Mbappé. Donc, de facto, tu as l'impression qu'il est omnipotent. Ce qu'il est, parce que tu pourrais faire un truc pour lui et il n'est pas bon. Mais comme il est excellent, donc ça marche. Mais tu as créé un truc par rapport à ses qualités. Donc, c'est-à-dire que dès que tu as la balle, tu la balances en profondeur. Lui, comme il n'est pas en pointe, tu es obligé de faire un jeu où tu joues sur sa vitesse. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu as une obsession créée par sa qualité qui fait que tu en es devenu indépendant. Mais si jamais Mbappé, par exemple, se pète là, que tu as la trêve pour travailler, moi, excuse-moi, je pense qu'avec Icardi, Neymar, Di Maria, les joueurs qu'on a, tu peux travailler un autre style. Tu peux avoir une équipe qui est forte. Moi, je me souviens que, je crois que c'est le match contre Dortmund, le retour, il n'est pas là. Eh ben, on fait un super match. Il n'y a pas Mbappé. On a fait des matchs où il n'était pas bon, Mbappé. Ou des matchs de poule contre Manchester, contre Liverpool, où parfois il était ou pas là. Moi, je me rappelle. L'année dernière, il est génial. À l'époque, tu avais Cavani et Icardi. Tu avais encore Cavani et tu avais Icardi. Et Icardi qui était. Eh bien, tu mets Icardi. Oui, non, mais Icardi. C'est pas la même situation qu'aujourd'hui, quoi. Non, mais tu en avais deux, mais tu ne les mettais pas. Ah ouais. Match aller contre Dortmund, tu mets ni Icardi, ni Cavani. Tu mets un but à l'arrache sur un coup de chatte. Mais il n'y a pas d'action, t'es nul. Hein. Au match retour, t'en mets un des deux, et au final, tu maîtrises beaucoup mieux le match, tu as plus d'occasions, tu gagnes 2-0. Bon. Voilà, je veux dire qu'à un moment donné, tu seras obligé de faire autrement. Moi, je pense qu'on a une équipe
qui s'est habitué au talent d'Mbappé, qui maintenant est vampirisé dans sa manière de penser et du coup qui se sent plus obligé de jouer au foot parce qu'elle a Mbappé. Et comme il est très bon, comme à une époque Ronaldo faisait dans certaines équipes, où tu te dis, mais la Juve l'a trop fait d'ailleurs, ben on n'a plus besoin, on a Ronaldo. Et tu deviens moins bon. Donc tu gagnes plus avec lui. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, je préfère être avec qu'il y ait Mbappé. Mais si demain, il n'y a pas Mbappé, je ne suis pas sûr que c'est catastrophique. Tu seras obligé, avec les talents que tu as, de jouer autrement. Après, si tu n'as pas Mbappé, que tu as Neymar blessé, oui, au bout d'un moment, et que Icardi ne joue pas, oui, en fait, tu n'as pas de joueur. Donc, effectivement, si tu n'as aucun joueur, tu ne peux pas gagner. Mais moi, je crois que demain, si Mbappé s'en va, par exemple, et que tu achètes 2 attaquants, mais moi, je ne suis pas sûr que tu es moins fort. Parce que du coup, tu vas. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi je parle aujourd'hui de la. Je trouve pas ça dramatique. Si Mbappé s'en va et que tu n'achètes personne, évidemment, mais si Mbappé s'en va et que tu achètes un vrai numéro 9 comme Lautaro Martinez, un milieu offensif, j'ai n'importe quoi, type Mohamed Salah, pas lui, mais un autre, tu vois, et que tu as juste Neymar comme star, un peu Messi, mais que du coup, tu crées un truc avec un 9, un truc plus équilibré, où tu n'as pas ta star qui déséquilibre ton jeu sur un côté, peut-être que c'est pas plus mal, j'en sais rien, tu vois. Parce que c'est que ton problème, c'est que tu as le problème Mbappé qui est génial, mais qui n'est pas un 9, donc qui est un joueur qui joue sur un côté. Ouais. Et tu as le problème que tu as Neymar qui est blessé et tu as Messi qui ne court pas. En fait, les 3 mecs, c'est une solution et un problème. Hein. C'est une solution et un problème. Donc, et puis de toute façon, moi, les mecs, moi, je veux bien. Le PSG n'a sûrement pas été génial dans l'affaire avec Mbappé, mais Mbappé, il ne serait pas resté. Moi, je te dis, nous, on le sait, hors antenne, il a dit à Jérôme, il voulait aller au Real depuis trop longtemps. Il est resté 5 ans, c'est une chance. On devrait être content, mais même Rai, il n'est pas resté plus de 5 ans. Non, mais je vais te dire un truc, Julien. Mbappé tu te rappelles de la défaite face à Manchester United, la première saison de Tuchel. Après cette défaite-là, il est déjà, donc ça date quand même, hein, il est déjà dans l'esprit de partir parce qu'il comprend que c'est compliqué, ça va être compliqué de viser le Graal, c'est-à-dire la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain. Ça date pas d'hier, ces envies de départ. Alors après, oui, mais il s'est ravisé parce que c'est plus bon. Non, mais depuis, on a fait finale et demi-finale. C'est-à-dire qu'après Manchester, il avait l'impression qu'on ne pourrait pas passer un gros. Entre-temps, on a tapé le Bayern. Non, moi, je pense que ça. C'est ravisé. Mais je pense que lui, il y a 2 trucs. Je pense qu'il rêve du Real Madrid et tu t'es baisé. Tu vois, voilà. Et tout le monde trouve ça noble. Hein. Moi, j'adore le côté c'est noble, il aime le Real Madrid. Personne ne se dit c'est un peu triste qu'un mec qui est né à Paris, qui a grandi en région parisienne, son rêve, c'est excuse-moi. Il a le droit, mais on a le droit de ne pas trouver ça romantique, en fait. Il n'y a rien de romantique à partir au Real Madrid. Le romantisme, c'est de rester à Paris, à côté de Paris. Mais bon, il fait ce qu'il veut, moi, j'en ai rien à foutre. Mais surtout, moi, je crois que tu es un grand joueur. Paris, c'est un problème. Parce que Paris, quoi que tu fasses, c'est de la merde. Depuis qu'il est à Paris, sa cote a baissé. Quoi qu'il arrive, je veux dire ce que tu veux. C'était le mec le plus sympa du monde quand il était à Monaco. C'est devenu un connard depuis qu'il est à Paris. Bon, voilà. Tes meilleurs buteurs avec le PSG, tout le monde s'en fout. Tu gagnes la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le championnat, tout le monde s'en fout. En fait, au bout d'un moment, il a besoin d'être valorisé, le mec, comme toutes les stars. Et il sait très bien qu'à Paris, tu n'es pas valorisé. Il faut gagner. T'imagines, tu es obligé de gagner avec des champions. Non, mais nulle part, ça existe. Benzema, même s'il gagne pas avec des champions, il est génial. Alors, regarde, il marque des buts en Liga. Le dernier exemple en date, c'est Messi, qui gagne absolument rien par la Copa América et une coupe en Espagne, et qui a quand même le Ballon d'Or, parce qu'il jouait à Barcelone. Mais Messi, même s'il ne gagne pas la Liga, en Espagne, il marque 30 buts, les gens sont contents. Et même à l'extérieur de l'Europe, il fait une super année. C'est ça. Mais Mbappé, il met 30 buts en Ligue 1. Ça intéresse qui? Et dis-toi que pour un joueur, c'est important pour ces genres de mecs-là. Et je pense que même si le PSG déroulait, ça serait presque pire. C'est-à-dire que si tu déroules, on va dire, mais le PSG. Rappelle-toi à l'époque où on mettait des branlés à tout le monde. Est-ce que tu entendais le PSG est génial? Non. Tu entendais, mais c'est nul la Ligue 1. Ouais, il y a trop d'écart. Quand on avait 10 points d'avance et qu'on mettait des 5-0 à tout le monde sous Tourelle, ça ne sert à rien. Au lieu de dire, quand tu vois aujourd'hui que c'est pas si facile, au lieu de dire, putain, les mecs, c'est des super joueurs, ils font des super boulots, t'entendais? Non, mais attends, la Ligue 1, c'est de la merde. Alors que le Bayern en Allemagne, ça fait 2 décennies quasiment qu'ils font que ça. Et on dit le Bayern Munich, c'est un rouleau compresseur, il n'a jamais rien, même en Bundesliga, etc., etc. Mais pourquoi?
Parce que quand ils sont devant Dortmund, même avec 10 points d'avance, ils sont devant une équipe qui est dans les challengers de la Ligue des Champions. Quand ils sont devant Red Bull, ils sont devant une équipe qui est challenger, qui est dans les... Nous, on est devant des équipes qui, quand elles arrivent en Ligue des Champions, elles sont petits poussets. Tu te rends compte que Lille, champion de France, c'est un exploit qu'il soit passé devant Salzbourg et Wolfsburg. Non, mais champion de France, premier chapeau. Donc, comment tu veux te valoriser quand derrière toi, tu as des équipes comme Rennes, Monaco, Marseille, qui sont des petits poussets en Ligue des Champions. Alors que eux, dans leur championnat, c'est des équipes qui jouent la Ligue des Champions vraiment. Qui sont un tirage de... Quand tu tombes sur Dortmund ou Red Bull Leipzig, t'es dégoûté. Quand tu tombes sur Rennes ou Lille, t'es content. Chelsea, ils sont contents. C'est le champion de France. Ils sont contents. Voilà. Ça raconte tout. Donc, quand tu es content de rencontrer Lille et que c'est le challenger du PSG, quand le PSG est champion, c'est pas vrai. Regarde, dis-toi que tu es joueur du PSG. Oublie le côté c'est des branleurs, ça machin, et ça joue mal. C'est l'équipe la plus critiquée de Ligue 1. De l'autre côté, on dit que Marseille, il y a un style. Peter Bosz, il met ses trucs en place. Toi, tu es joueur du PSG, tu as 10 points d'avance, tu es une merde. Tu as 10 points d'avance. Tu es joueur du PSG, tu vas attendre. Donc, on n'a pas de collectif. Nos individualités sont cramées. On n'a pas d'esprit d'équipe. On joue comme de la merde. On est nul. On a 10 points d'avance et les autres sont formidables. Il y a un renouveau. Même si toutes ces critiques sont vraies, mets-toi à la place d'un mec. Est-ce que tu as envie de rester dans ce pays? Ah non, mais c'est clair. Non, mais je comprends évidemment. Le Real Madrid, leur jeu, c'est dégueulasse. Je te dis, il faut arrêter. Ils ont fait 2 bons matchs depuis le début de saison. Ah bah attends, justement, je voulais aborder le sujet du tirage. Alors, tu parles du Real, c'est très bien. Je te laisse continuer dans ta lancée, puis tu me diras ce que tu penses du tirage. Et avant de conclure, on reparlera évidemment de. Ouais, bien sûr, parce que ne t'inquiète pas. Ouais. Non, mais le tirage, écoute, le Real, moi, je trouve que c'est très bien. C'est une très belle histoire. Je pense que Arshavin le sentait que Manchester United, c'était pas une bonne idée, donc ils ont bien fait. Non, c'est très bien, le Real. Il y a tout. Il y a Ramos qui va jouer au Bernabeu. Tu as le spectre Zidane, ça va faire un peu l'hiver. Tu as le fait que ça soit le Real, le Florentino Pérez qui veut faire la Super League, qui nous déteste, qui fait semblant d'aimer Nasser parce qu'il a des contrats au Qatar. Tu as tout. Tu as tout. Tu as Benzema, tu as Mbappé, tu as Di Maria, tu as tout. Navas. Tout est formidable. Navas. Quel or Navas. Alors, mais Julien, selon toi, qui va jouer du coup alors? C'est Navas ou Donnarumma face au Real? Bah, tu sais, Pochettino, il est pas. Et déjà, tu as l'impression que Pochettino, c'est pas le. Il est jamais venu au PSG. Il sait pas ce que c'est trop le PSG. Moi, de toute façon, Pochettino, le côté ancien joueur du PSG. Moi, pour moi, à l'époque, le boss, c'était Heinze. C'était pas Pochettino. Tout le monde s'en branlait de Pochettino. Faut être honnête entre nous. Le faux délire de Pochettino, capitaine du PSG, s'en battait les couilles de Pochettino. On aimait Heinze, nous. On aimait Heinze. Donc, oui, non, mais Pochettino, il fera ce qu'il veut. Moi, je sais pas si. Il est pas dans ces trucs-là. J'en ai aucune idée. Moi, je voudrais Navas et Ramos surtout. Ah oui. La belle histoire, c'est Ramos qui met un but à la dernière minute. La vraie histoire, c'est Ramos qui provoque un péno. Et on le sait tous. Espèce de chat noir. Comme la belle histoire, c'était Mbappé qui marque en finale et la vraie histoire, c'est Kingsley Coman qui marque en finale. Voilà. C'est ça le. Il est là. Il faut. Voilà. Ça, c'est Julien, dis-le, c'est l'ADN du PSG, ça. Et on le retrouve d'ailleurs dans ton bouquin. Le penalty de Ramos à la dernière minute. C'est écrit dans le marbre. Écoute, je finirai là-dessus. Il n'y a plus rien à dire. Le livre, il vous raconte tout ce qui va se passer. Le match du Real, vous allez le voir dans ce livre. Voilà. Un dernier mot sur le livre, Julien, je le disais tout à l'heure. Hein. Un livre comme ça, évidemment. Et, un pouce, mais un peu tordu, quoi. Non, il est très bien. Et encore une fois, pour nos jeunes auditeurs, honnêtement, voilà, il y a des chapitres, tu n'es pas obligé de lire dans l'ordre. Tu as l'histoire des classicos vus par Julien Cazard, tu as les pires entraîneurs, pire transfert. Et il y a un chapitre qui est intéressant, 2 minutes, et après je te laisse, Julien, c'est sur les traîtres du PSG. Moi, je veux qu'on aborde ce sujet parce que aujourd'hui, on dit il n'y a plus de rivalité,
notamment entre le PSG et Marseille, parce que l'écart est beaucoup trop grand. On joue plus dans la même école. Et d'ailleurs, depuis, on sent qu'il y a une nouvelle rivalité qui s'est créée. C'est plutôt l'OL, l'Olympique Lyonnais, face à l'Olympique de Marseille. Mais à notre époque, Julien, c'était autre chose. Et quand un joueur du PSG passait chez l'ennemi marseillais et vice-versa, là, ça faisait couler beaucoup d'encre, on entendait parler, les supporters étaient déchaînés. Et un cas qui caractérise ça, il y a eu beaucoup d'histoires de traîtrise au PSG. On peut en citer Loïc Sana, tu as parlé de Jérôme Leroy, même si c'est un peu particulier, Frédéric Déhu. Pour moi, celui qui symbolise, mais il y a un mot qui a fait polémique chez vous à RMC, c'est le mot garce. Et le deuxième, c'est le mot salope. Voilà, je ferme les guillemets. Et donc, j'en viens à Fabrice Fiorez. Pas une salope, pas une belle salope. Mais l'histoire est dingue, en fait. Quand on reprend chronologiquement tout ce qui s'est passé à l'époque, avec Vaïd, l'histoire de Déhu qui pleure quand on remet la coupe parce que lui, il a déjà signé à Marseille et sa petite copine Fiorez, elle va le rejoindre parce que voilà, ils peuvent pas se séparer l'un l'autre. Et d'ailleurs, même tu te rappelles à l'époque, les joueurs du PSG roulaient en Volvo. Tu sais, c'était sponsorisé par Volvo et ils avaient les 4x4 Volvo qui étaient incroyables à l'époque. Et je me rappelle que Fiorez qui était parti en catimini sans dire au revoir à personne et qu'il fallait qu'il rende la voiture au camp des loges, il me semble. Et à l'époque, j'avais vu ça dans le Parisien, c'était Jean-Pascal, un de ses meilleurs amis de l'époque, tu sais, de la Star Academy, qui avait été déposer la voiture de Fiorez au camp des loges. C'est incroyable. Le plus beau souvenir, c'est son retour au parc au bout de 15 minutes. Sylvain Armand le découpe en deux. Grand Sylvain Armand. On a chanté son nom. Il est rentré dans la légende Sylvain Armand sur ce tacle. Exactement. Voilà. Mais ça n'existe plus, tu sais, ces histoires-là, les mecs qui reviennent, qui se font découper. Je pense que c'est enterré un peu, mais c'est encore sous une légère croûte parce que, tu vois, leur espèce de truc, là, leur danse, là, en revenant du match, là, ça nous a quand même bien foutu les abeilles parce que c'était quand même un match complètement pété. On est revenu de Ligue des Champions, on était sous Covid. Donc, on les avait un peu là, tous là. On avait vraiment envie de les fourrer. Donc, non, je pense vraiment que ça peut revenir. Par exemple, je pense que ce qui est bien, c'est que Payet et Alvaro, qui sont deux belles coquines, pour pas dire mieux, ils peuvent te remettre ça, tu vois. Ce genre de personnalité, ils peuvent remettre ça. Ok. Bon, écoute, en tout cas, je laisserai tous ceux qui verront cette interview se faire une idée sur le bouquin. Je rappelle le titre, hein, mais c'est pas possible. Point d'interrogation, d'exclamation. Et Gilles PSG pour le meilleur du pire. Merci beaucoup, Julien. Je rappelle qu'on te retrouve tous les jours, 18h45 sur RMC, 19h45 dans Rotten sans flamme. Et puis, est-ce que tu as une autre activité? J'ai d'autres choses. Alors, j'ai les Sopranos avec qui je fais mes conneries sur Winamax. Mais surtout, j'ai 2 émissions de Noël. Alors, vas-y, fais ta promo, mon ami. C'est sur la route. Émission de Noël. Noël, réveillons la Casar sur RMC. Et pendant le jour de l'an, si tu es bourré et que tu rentres bourré, c'est normal. On rentre tous bourrés de boîte de nuit et on meurt tous sur les routes. Donc, il faut quand même être vigilant. Et pour rester vigilant, mon émission qui passera pour le réveillon ou en podcast, si tu veux te marcher. Donc, le 24 et le 31 sur RMC, à quelle heure? 24 pendant le réveillon, entre 21h et minuit. Et le jour du réveillon, entre 22h et 1h du matin. Bon, voilà, vous avez le rendez-vous le 24 et le 31 sur RMC. Si vous voulez vous marrer, passer un bon réveillon, ce sera avec l'ami Julien Cazard. Merci beaucoup, Julien. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. On aurait dû normalement se voir sur Paris. C'est ce qui était prévu. Ouais, mais malheureusement, il y a des cas contacts, il y a des cas sauces. Voilà. Allez. Voilà, bon, tant pis. Et on fera évidemment gagner ton livre, je le remontre. Merci encore, Julien Cazard, et à bientôt. Salut, mon ami. Ciao.